parce qu'en plus de 10 ans de Cercle Aristote, depuis 2008, nous nous étions jamais penchés sur le modèle suisse, alors que nous avons eu dans le camp national au moins 2 ambassadeurs du modèle suisse, un Suisse qui était Oskar Fessinger, que nous avions pas reçu à l'époque, et un ami du cercle que certains d'entre vous ont connu, qui malheureusement nous a quittés, qui était Yvan Blou, qui était venu au cercle, lui, pour parler de sa seconde spécialité, légèrement plus baroque et légèrement moins humoristique, qui est l'antiterrorisme. Donc, et c'était l'un des partisans, il avait créé d'ailleurs une association qui a été reprise par l'avocat du Cercle Aristote, qui est Roland Sambiti, pour la promotion du modèle suisse en France. Mais on ne s'y était jamais tellement penché. Eh bien, nous allons pouvoir rattraper cette erreur, car nous avons un Suisse a priori très très fier de son modèle et qui a beaucoup travaillé sur de la démocratie en Suisse, c'est-à-dire qu'est-ce que nos sympathiques voisins ont pu créer comme système totalement original pour régler leurs problèmes politiques, et quel regard pouvons-nous, disons, poser sur notre réalité politique dans la France de 2022. Ça vaut certainement pour la plupart des pays européens assez facilement, à partir du modèle suisse. Donc je remercie Dominique d'être venu nous présenter cet ouvrage de la démocratie en Suisse. Le nom de l'éditeur va vous faire sourire vu le contexte géopolitique, ça s'appelle La Route de la Soie édition. Déjà, on n'a pas ouvert le bouquin, qu'on est déjà dans les emmerdes. C'est normal. C'est une petite maison que je défends, c'est une de mes amies. Ah bah il va falloir la défendre, je vous le dis tout de suite. Non mais c'est une maison admirable, hein. Ah non mais, intelligente. ne vous inquiétez pas, loin de moi l'idée de penser le contraire. C'est pour ça que je publie. Non mais, à titre d'éditeur, je dois dire qu'un ouvrage de cette taille, non mais, et vu les efforts de présentation, de mise en page pour les effets, je vous dis sincèrement, c'est un véritable effort d'édition. Plongez-vous dedans, vous n'allez pas perdre votre temps. Donc, on va procéder à des questions-réponses que je vais lancer pour que Dominique puisse introduire son sujet. Et ensuite, ce sera votre tour de l'interroger sur ce modèle suisse et sur l'écart de vision de la démocratie entre la France et la Suisse. Donc, déjà, cher Dominique, d'où est venu comment ça se fait que la Suisse... Qu'est-ce qui a fait que dans l'histoire suisse, ils ont choisi ce système de démocratie tout à fait particulier? Qu'est-ce qui a abouti au système suisse tel qu'on le connaît? Alors, nous repartons en 1291. Donc vous voyez qu'il y a un certain temps. Il y avait 3 ou 4 petits, ce qu'on appelle des cantons, mais c'était des communes à l'époque. Et c'est dans le centre, absolument dans le centre, ça s'appelle des cantons primitifs. C'est dans le centre de la Suisse et ce sont des cantons catholiques. Et vous aviez des gros empires à l'époque, si vous connaissez votre histoire, s'ils s'appelaient des Austro-Hongrois ou comme ça, qui venaient sans arrêt, excusez-moi du terme, les emmerder. Donc on a appris et on a pris l'habitude de repousser les assaillants. Ça, c'est la base même de la Suisse. On ne s'est jamais mis autour d'un roi et autour d'un monarque, on a toujours repoussé. Donc nous sommes des grands spécialistes pour repousser les immigrants. Peut-être qu'il y a des candidats. Voilà. Donc nous connaissons ça. Alors, 1291, ces 3 ou 4 petites communes, agacées par ces descentes d'Austro-Hongrois qui arrivent, se mettent ensemble et se réunissent en cachette dans la plaine du Grütli. Le Grütli, pour ceux qui ont déjà été en Suisse, c'est le lac des 4 cantons, et dans le lac des 4 cantons, il y a une petite prairie qui n'est pas grande. J'ai encore été l'année dernière, une prairie qui fait 2 km sur 1, enfin voilà, un truc comme ça. Ils se sont réunis et ils se sont dit, on va se mettre ensemble, nous, et on va signer un contrat ensemble qu'on est prêt à se défendre l'un l'autre à la mort. Voilà la naissance de la Suisse. Et tout ça s'est passé, c'est pas vrai, mais on dit maintenant que c'est le 1er août, parce qu'il fallait choisir une date, mais ça a dû se passer le 27 juillet
ou le 7 août, c'était pas très grave, et on a dit le 1er août. Et le 1er août, c'est la fête de la Suisse. Aujourd'hui, c'est la fête de la Suisse. Donc ça vient, de là vient la naissance de la Suisse. Donc avant 1291, comme ça j'aborde tout de suite le problème, on était ce qu'on appelait des Helvètes, voilà. Et à partir de ce moment-là, on a dit non, on s'appelle Suisse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un des 3 ou des 4 cantons. Il y avait 3 cantons et 4 cantons. Pourquoi je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que déjà, il y a une guerre civile. Immédiatement. On en a une autre après, beaucoup plus grave. C'est qu'il y avait 2 cantons, Schwyz, catholiques, Appenzell, catholique, mais Niederwald, Oberwald, moitié catholique, moitié protestant. Donc immédiatement, en 1291, le 1er août, ils se séparent et ils font 2 demi-cantons. Donc si vous avez entendu parler de demi-cantons, ça vient déjà de 1291. Voilà. Donc on a 2 demi-cantons et on crée la Suisse et nous sommes le 1er août 1291. Voilà. Et vous m'avez demandé l'origine. L'origine fait. de la Suisse, c'est celle-là. Il n'y avait pas de Suisse avant. Hein, il y avait rien. Et comment, comment va évoluer la Confédération pour arriver, dans les très grandes lignes, pour arriver au système institutionnel qu'on a aujourd'hui? Les 2 ou 3 dates importantes sur qu'est-ce qui va faire que le système suisse va totalement bifurquer par rapport aux autres systèmes européens qui vont connaître l'absolutisme, les révolutions... Et les monarques. Les monarques, puis la monarchie absolue, les révolutions, le régime parlementaire. Qu'est-ce qui va faire cette spécificité suisse? À quel moment la Suisse prend un chemin qu'elle sera seule à prendre? Alors, première période, donc c'était avant 1291, je ne reviens plus, on n'en parle plus. 1291 à 1848, mais je vais dire 47, et vous allez voir pourquoi, mais c'est 1848 qui est la date de la Constitution, la première grosse Constitution suisse, c'est 1848. Elle a été signée après, elle a été re-signée en 1899, mais on a décidé de faire une loi. Tout ce temps-là, de 1291 et tout ça, tous ces petits cantons avaient agrégé parce que les voisins voulaient venir avec eux, donc on est passé de 3 à 4, à 5, à 6, à 7 cantons. Tout ça est marqué dans le livre, et je vous ai fait un grand parallèle, et vous voyez très bien l'Europe, ce qu'elle fait, pendant que nous sommes en train d'agréger des cantons. C'est tout à fait intéressant. Donc nous sommes arrivés en 1979, où nous avons agrégé le dernier canton, le 26e canton. Bon, ça c'est pour vous dire où on était. Alors, comment ça s'est passé? Je vais vous dire. C'est à cause d'une guerre civile. Car depuis 1515, donc entre 1291 et 1847, il y a eu 1515. Et 1515, il y avait un méchant roi de France, qui s'appelait François Ier, qui avait 20 ans. Il fallait le dépuceler. Maman a acheté 30 000 soldats suisses, les a filés au camp adverse à Marignan. Lui, il est arrivé, il n'avait jamais guerroyé, jamais rien fait, et il nous a tué tous nos 30 000 Suisses en un quart d'heure, et ça s'est terminé, et on a été vaincus. Nous avons, parce que nous sommes raisonnables, ce jour-là, ce moment-là, donc ça doit être, je ne sais pas quoi, au mois de mars, peu importe, 1515, Marignan, tout le monde connaît ça, eh bien nous avons été battus évidemment à plat de couture, alors que nous étions des méchants soldats, mais François Ier, aidé par les Vénitiens, etc., était... je crois qu'ils étaient 120 000 ou 130 000, je n'étais pas là ce jour-là, je n'ai pas pu les compter. Mais, donc ça, nous sommes là et nous demandons la paix à la France. Et nous signons un acte de paix. Donc nous sommes, depuis 1515, sans aucune guerre extérieure en Suisse. Donc on a 700, mais j'allais vous le mettre ici, nous avons à ce jour, je peux changer demain, hein, les choses vont vite actuellement, nous avons 731 années de démocratie. Donc, 731 années de démocratie, c'est-à-dire que nous n'avons plus jamais guerroyé avec qui que ce soit à l'extérieur de la Suisse. C'est quand même important. Donc, on n'a jamais voulu avoir des colonies, alors qu'ils étaient allés
À l'époque, c'était bon, c'était des comptoirs, des ci, des ça. Enfin, vous voyez, tout le monde sait ça. Donc, on n'a pas eu chez nous de Napoléon, on n'a pas eu de Hitler, on n'a pas eu de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Bon, voilà. Donc, nous sommes arrivés en 1847. 1847, c'était paisible. Mais il n'y avait pas encore d'organisation. Il n'y avait pas de palais fédéral, évidemment. Il n'y avait pas de Berne, il n'y avait pas de capitale. Nous avons été de 1291 à 1847 sans capitale. Il n'y a pas de capitale ensuite. On changeait, on allait chez l'un, chez l'autre tous les ans pour aller discuter, dire ça va, oui ça va. On faisait un petit compte rendu, je ne sais pas sur quoi, sur un morceau de bois. Et ça allait, on se serrait la main, mais ça suffisait. Un petit coup de fendant. Et puis c'était tout. Donc, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune organisation, mais elle s'est faite toute seule, parce on a agrégé des communes, qui sont devenues des cantons, on a agrégé des communes. 1847 est une date très importante. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est la guerre civile suisse, donc une guerre intérieure. La guerre de Nidwald, dont je vous parlais tout à l'heure en 1291, elle se répète à plus grande échelle, et vous avez les cantons Fribourg, etc., qui sont Lausanne, là, qui sont des cantons catholiques, ou le Valais, ou je ne sais pas, et vous avez des cantons protestants qui sont plus nombreux, qui s'appellent Zurich, Schaffhausen, etc., etc. Hein. Alors, il y avait au moins une vingtaine de cantons à l'époque, en 1847 déjà. Et les catholiques en ont eu ras-le-bol. Donc ils sont les plus petits et ils attaquent les plus grands. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Qui arrive là? Il arrive un Français. Donc je dois vous féliciter. Il arrive un Français qui s'appelle Dufour, Henri-Guillaume Dufour. Et le sacré Dufour était français. Et il a fait l'X promo 1807. Ils étaient 8, je crois, dans la promo. Il rentre en Suisse parce qu'il connaissait bien, il habitait Genève. Les protestants l'appellent et lui demandent est-ce que tu réunis une armée de protestants, là, 30 000, et tu vas massacrer tous ces catholiques qui sont en train de nous emmerder, les Schwitzois, les trucs comme ça. Et ton entourage, premier cercle, les oligarques, on appelle ça, hein, c'est un goût du jour, hein, c'est un tel qui vient avec toi, un tel. Il dit non. Moi, je veux bien prendre le mouvement, 30 000, monter une équipe de 30 000 personnes, c'est moi qui choisis mes collaborateurs. Non, pas du tout. Il quitte, je crois que la réunion était à Fribourg, il quitte Fribourg, il rentre chez lui à Genève, et on le rappelle 2 jours après. Bon, allez, viens, c'est ça qui est important. Vous commencez à comprendre la Suisse, là. Viens, bon, fais ce que tu veux, monte ton équipe. Il monte son équipe. Bon, alors, vas-y, là, maintenant, démolis-les. Non. Donc, point français, je vous parle d'un français, là, du coup. Et il constitue les 30 000, il part avec ces 30 000 gaillards protestants, et la première, il voit les là, il dit, la plus faible, c'est Fribourg, je commence par Fribourg. 30 000 personnes au bout de Fribourg. S'ils faisaient ça, on rentrait dans Fribourg, on tuait les 5 000 catholiques, on n'en parlait plus, c'était fini, ils étaient dans le sang. Il ne les attaque pas, il envoie un émissaire. Les émissaires, les fribourgeois disent non, on continue la guerre, on fait la guerre. Bon, alors il attend, il ne déclare pas. Et au bout de 48 heures, ils sortent avec un mouchoir blanc et un truc blanc, bon, on fait la paix, c'est tout ça. Sans un mort, sans rien. Et on continue comme ça, et cette guerre a duré 3 semaines. Avec 300 morts, point. Et au bout de 300 morts et 3 semaines, c'est-à-dire du 3 novembre 1947 au 25, au 24 ou 25 novembre, un jour près, vous me ferez grâce, du 25 novembre, donc ça a été très rapide, il a mis les catholiques au tapis, mais sans les tuer. Voilà. Deuxième arrivée de la Suisse, si je peux dire, de la création de la Suisse. Les faibles qui ont perdu se mettent en face de Dufour et lui demandent « Nous sommes des petits cantons, on est des... Non, il y a des grands Zurich, il y a des grands C, il y a des grands cantons, ils sont plus grands que nous on est... Montons une 2e chambre. » Voilà. Donc on a monté un conseil des États. Un conseil des États, il y a 2 conseils, c'est-à-dire le conseil national, puisque là on arrive à ma question, je pense. D'où ça sort? Ça sort de là. Ça sort de la guerre civile. Nous avons un conseil national qui représente la population à la proportionnelle, 200 députés, en 1848,
Et on monte une deuxième chambre haute, basse, c'est le Conseil national, haute, qui s'appelle le Conseil des États, et qui est la représentation des cantons. 2 cantons, 2 députés pour Zurich, 2 députés pour Uri, 2 députés pour Schwyz, le petit, avec les mêmes droits, les mêmes compétences. Vous m'entendez? C'est la première chose à faire dans un pays en Europe. Je ne vais pas citer votre nom là où vous habitez. C'est la première chose à faire. Première chose à faire, ça a été notre socle, et c'est ce qui nous vaut que la démocratie vit en Suisse. Ce socle est dans la Constitution, et personne ne peut la traverser, et beaucoup de gens ont essayé de la traverser, sont partis, je parle de nouvellement, là maintenant, depuis 20 ans, 10 ans, depuis les minarets, qu'on a perdu le lundi matin. Il y avait beaucoup de gens musulmans et islamiques qui sont partis aux droits de l'homme, ils sont partis voir le pape, ils sont partis voir au tribunal de La Haye, en tout ça, on va attaquer les Suisses parce qu'ils nous ont interdit de construire des minarets. Tous ont dit, attendez, c'est dans le socle, donc c'est ce qu'on appelle l'Assemblée fédérale, vous êtes d'accord? L'Assemblée fédérale, et tout le monde leur a répondu, vous savez, c'est dans la Constitution. Voilà. Donc voilà comment nous sommes arrivés au Nouvel An, au Nouvel An démocrate, en 1848, qui a été la nouvelle transformation, alors qu'avant c'était la Diète, et là c'est devenu la Confédération. Alors, est-ce que ça va? Là, très bien. Là, on a les bases institutionnelles. Oui. Donc, c'est premièrement un problème de représentativité, la Suisse. C'est-à-dire, il fallait représenter les populations et les entités. Oui. Ensuite, comment, pour vous... Ça m'ennuie de me voir assis et de vous voir debout. Alors, Mais maintenant, vous avez le droit, vous êtes chez vous. Ah, mais si ça vous dérange, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Mais vous inquiétez pas, mais le speaker pourrait se lever. Je vous fais grâce de ça facilement. Alors, donc... Il me semblait bien, voilà. Donc, mais... Une fois cette représentation faite, oui. Quand ont commencé les votations et comment ça se passe dans les grandes lignes une votation suisse? Parce que ce qui est le plus connu à l'extérieur, et entre autres le malheur de l'affaire des minarets a au moins eu l'avantage de faire connaître le système des votations à toute l'Europe en un coup. Et... Non mais, moi je me rappelle, et d'ailleurs ça m'avait beaucoup peiné parce que malheureusement le principal aboyeur anti-suisse était un franco-allemand bien connu, enfin plus allemand que français, qui s'appelle Monsieur Cohn-Bendit, qui est très connu en France parce que c'est un spécialiste des œuvres périscolaires, peu importe. Mais comment ça se passe une votation suisse? Alors, une votation à la Suisse, mais c'est très bien, mais j'ai le droit de revenir. Je dirais que je ne revenais pas avant 1280, oui. Allez-y. Non, mais vous inquiétez pas, vous avez le droit de revenir comme vous voulez. Mais je reviens seulement juste début 91, 1291. 1291, ils disent, on va sauver, on verra. Eh bien, comment ça se passe? Je vais vous dire que ceux ici dans la salle, là, maintenant, souhaitent que je continue, ne lèvent pas le doigt. Ah bon, merci. Donc ça s'appelle une Landsgemeinde. Et ça se passe comme ça. De 1291 à 1848, on a toujours voté à main levée. Il n'y avait pas de bulletin, il n'y avait rien du tout, à main levée. On vote encore à Appenzell, par exemple, moi j'étais à Appenzell, on vote à main levée. Alors, on vote à main levée, vous verrez tout à l'heure qu'il y a 3 niveaux en Suisse, qu'il y a les communes, les cantons et la Confédération. Là, je parle de communes. Toutes les communes de Suisse, il y en a 2158, ont le droit d'instituer la Landsgemeinde en allemand, c'est-à-dire le vote à main levée. Et on vote un tas de choses sur la commune. Moi, j'ai passé l'après-midi à Appenzell, on votait les nouveaux conseillers communaux, le budget, le truc comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord de faire la piscine? Oui, non. Et on compte 50,1. Et c'est là qu'est né le 50,1%, pardon, 50,1%. Il faut, vous ne pouvez pas faire autrement, enfin, par rapport aux Suisses, vous ne pouvez pas venir en Suisse si vous n'êtes pas d'accord sur le 50,1. Voilà.
Donc, c'était institué déjà, pas d'une façon formelle, et ensuite, ça s'est formalisé en 1848 avec la Constitution, et on a dit, ben voilà, on va faire des référendums, et le référendum à 50.1, là. Un référendum, qu'est-ce que c'est? Un référendum, tout le monde a une voix. Ça, je sais que ça plairait pas beaucoup à Aristote, mais tout le monde a une voix. Il n'y a pas de truc censitaire en Suisse. Ça n'existe pas, hein. N'est-ce pas, Aristote? Allô? Oui. Il était un peu pour, hein, lui. Oui, oui. Et non, il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Si vous n'acceptez pas la proportionnelle, parce que moi j'ai rencontré, j'ai vu pas mal de réunions dans lesquelles j'ai été depuis 3 mois, il y en a qui sont pour le référendum mais contre la proportionnelle. C'est pas cohérent. Si vous êtes pour le référendum, vous êtes obligatoirement pour le proportionnel. Et donc on a institué la proportionnelle, et la proportionnelle à 50.1, c'est devenu le référendum. Et le référendum est devenu le premier référendum, et le premier référendum, ça veut dire que c'était la Confédération qui déclenchait des référendums. Dans quel cas? C'est-à-dire qu'il change, aujourd'hui, je viens tout de suite au départ, mais au début c'était un peu différent, mais à ce jour, aujourd'hui, le premier référendum obligatoire que vous avez, c'est la Confédération qui veut changer des termes de la Constitution ou des accords internationaux comme des traités et tout ça, sont obligatoirement doivent passer par le référendum obligatoire. Donc ça, c'était le premier référendum qui vient d'en haut, et le Conseil fédéral qui n'a aucun pouvoir chez nous. Le Conseil fédéral n'a aucun pouvoir. Tout le pouvoir est chez le souverain. Hein. Le souverain, c'est qui? C'est le peuple. Voilà. Donc, voilà où est né le référendum. Immédiatement, c'est-à-dire une vingtaine d'années plus tard, je crois en 1899 ou à peu près, les gens ont commencé à lever le doigt et ont dit, mais attendez, nous, est-ce qu'on peut de temps en temps Et ils ont commencé, et on a institué l'initiative populaire. Et l'initiative populaire, c'est de dire, moi, je vous propose, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, hein. Parce que voilà comment on vote, je vais vous expliquer comment on vote, voilà un référendum, et voilà des référendums. On reçoit une belle enveloppe, comme ça, tout le monde a une belle enveloppe. Je vous en ai amené un, comme ça vous en aurez vu un. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en sort, ça, on le sort 4 fois par an, celui-là. Celui-là, c'est 4 fois par an, parce que c'est le rouge de la Confédération, et il y a ce qu'on appelle des objets. On appelle des objets chez nous. Ça s'appelle l'initiative sur les soins infirmiers. J'ai pas voté parce que je m'en fous. L'initiative sur la justice, là. Quelqu'un avait déposé une initiative populaire et avait dit, vous voyez, c'est pas vieux, c'est du 28 novembre 21. Et la dernière, c'était le 17 février, j'ai voté le 17 février, il y a 8 jours. L'initiative sur les soins, l'initiative sur la justice. Aujourd'hui, les juges sont élus par la fameuse Assemblée fédérale, qui est le socle de la Suisse, c'est le socle. C'est ce qu'il y a de plus puissant en Suisse. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent même s'auto-détruire, car personne n'a le droit de les détruire. Ils sont là pour 4 ans, personne n'a le droit de dissoudre l'Assemblée fédérale. S'ils le veulent, ils sont obligés de le faire, et en même temps, ils sont obligés de remettre en cause la Constitution. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Si à une période de 4 ans, pendant une période de 4 ans, ils sentent le besoin de s'auto-détruire, je ne sais pas si vous entendez bien autodétruire, hein, c'est pas l'homme d'en haut qui a le pouvoir de dire je te détruis. Bon, voilà. Donc, je continue ici, et la troisième, c'était, modification de la Covid, dont je peux vous parler tout à l'heure, Covid-19, car nous avons des voleurs en Suisse, il y a des violeurs, et il y a aussi des vaccins, et il y a aussi des Covid, il y a aussi tout ça, il y a tout en Suisse. On a tout, il y a des infirmiers, il y a des hôpitaux, il y a des lits et tout ça, je peux vous en parler après tout à l'heure. Donc, voilà comment est né, c'était bien ça l'origine, c'est né en 48, et c'est né de la guerre civile. Parce que ce double, ça, qui, imaginez bien, c'est pas du tout comme dans votre pays, parce que je n'ose pas prononcer votre nom, France, mais où le Sénat, je vois beaucoup de sénateurs parmi vous, là, n'a aucun pouvoir en France. Et je ferme la parenthèse tout de suite. Aucun. Il a le même pouvoir. Et chaque texte de loi passe d'abord, une fois, chez le Conseil national, et après,
au Conseil des États. Et on doit voter la loi dans les mêmes termes. Et les mêmes termes, c'est quoi? C'est ce bleu qui est là. Ça, c'est le texte de la loi que vous devez voter. C'est pas oui, non, il doit partir, il doit... Puis après, on rédige le truc, et puis vous savez plus où ça va. Là, ça, c'est le texte qui va être voté. Si vous le votez le dimanche, le lundi matin à 8h, il est bon. On va pas le retrafiquer. On va pas... Non, non, non. Il n'y a jamais eu un référendum en Suisse. Et je vous garantis, parce qu'on me l'a demandé 5 fois, que j'ai été recontrôlé. Il n'y a pas un référendum qui a été annulé par le président de la Confédération ou par quelqu'un. Tout ça. Bah oui, mais un référendum qui n'est pas annulé, nous en France, on a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je suis venu avec des biscuits et que j'en ai ici, j'ai toute la liste des trucs comme ça. Vous en avez, le dernier, c'était l'aéroport. Vous l'avez vu dans le baba. Le 2005, vous l'avez vu dans le baba. Un référendum, j'ose pas vous parler de celui qui l'avait lancé, mais c'était pas un référendum. C'était moi, si vous me virez, si vous dites non vous allez mettre une fenêtre ici plutôt que là-bas, si vous dites ça, moi je m'en vais. Bon, il est parti, voilà. Mais ça n'arrive pas. Moi, j'ai jamais vu, j'ai été aussi contrôlé 5 fois pour être sûr. Je suis remonté à 1848, j'ai jamais vu un président de la Confédération quitter son poste, parce que c'est quand même l'exécutif dans un pays. Et la personne en question dont je parle, c'était quand même l'exécutif. Qui quitte parce que il y a un truc qui le déplaît ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Voilà. Alors, il faut vous habituer. Si vous ne voulez pas, il ne faut pas venir en Suisse, il ne faut pas s'occuper de la Suisse. Si le peuple a voté, si le souverain a voté, le souverain est au-dessus de la Chambre, au-dessus du président et au-dessus de tout le monde. Le souverain, c'est le souverain. Je peux pas faire mieux. Voilà. Alors, dedans, je termine là-dessus. Vous avez des bulletins de vote, ici, comme ça. Vous en mettez dans votre enveloppe. Vous dites oui, non, voilà. Et puis, vous renvoyez ça par la poste et vous avez voté. Voilà. Comme ça, vous avez déjà vu des bulletins de vote. Et c'est fait avec du papier recyclé. Est-ce que ça répond à la question? Très bien. Une petite incise institutionnelle et après, je vous poserai la dernière question. Oh, non. Est-ce que oui, non, mais après il faut que c'est eux qui vont vous interroger. Non, nous sommes des partisans de la question collective. Donc les contrôles parce que nous on a un autre verrou, disons sur la démocratie que les gens connaissent très peu à l'extérieur de la France, qui est né au milieu des années 70, c'est que nous avions un organe qui était un organe de pur contrôle de l'égalité administrative, qui s'appelle le Conseil constitutionnel, et qui a fait ce qu'on appelle un coup d'état juridique, c'est-à-dire qu'il s'est doté de pouvoirs qu'il n'avait pas au sein de notre ordre juridique, c'est-à-dire qu'il est devenu juge de la loi, ce qu'il n'était pas. Avant, il n'avait qu'un seul rôle, qui était de faire respecter la division entre l'administration et le législateur. Et donc depuis, on a énormément de mal en France à faire respecter la volonté populaire parce que, pour donner un exemple précis, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État, donc ce qu'on appelle les cours suprêmes ou cours supérieures, jugent par rapport à un droit qui nous est étranger, qui est le droit communautaire ou le droit de la CEDH, et sans que nous puissions y faire grand-chose, parce que, en plus, ce sont des juges qui ont la compétence de leur compétence. Pour illustrer le propos, je vous raconte juste une histoire, et après je vous demande comment ça se passe en Suisse. Qui est le juge? Est-ce qu'il y a un juge fédéral en Suisse? J'ai entendu beaucoup de gens parler ces derniers jours, suite à l'affaire Lelandais, de la fameuse perpétuité réelle en France. Juste un point de droit, la perpétuité réelle, théoriquement, existe en France. Quand de la fin de la peine de sûreté, vous pouvez demander une grâce et elle peut vous être refusée. Généralement, elle est accordée, et c'est pour ça qu'on a tant de récidivistes en France. Mais est-ce que vous savez que la France a fait y avoir une perpétuité réelle incompressible? C'était une idée de Charles Pasqua sous Édouard Balladur, et la CEDH nous a liquidé le texte au nom de l'espoir que tout prisonnier doit avoir de sortir un jour. CEDH n'est absolument pas contraignant. Voilà. En Suisse, il n'est pas contraignant, CEDH.
Mais justement, Je m'excuse de vous couper. La réponse est là. les systèmes de juridiction supérieure, comment ça se passe en Suisse? Est-ce qu'un juge peut dire non au peuple suisse? Est-ce que, et la liste n'est pas exhaustive, j'ai dressé ici des institutions qui existent en France qui n'existent pas en Suisse. Je ne sais pas si vous voyez la liste. Et il y en a encore derrière. Alors, je vais vous les lire, comme ça vous aurez votre réponse. L'École nationale d'administration, on n'en a pas. Le Conseil économique et social et environnemental, on n'en a pas. La Caisse d'épargne fédérale, on n'en a pas. Le Haut Commissariat à la santé, on n'en a pas. Le Commissariat au plan, on n'en a pas. La Convention citoyenne pour le climat, 150 personnes tirées au sort, on n'en a pas. Un collectif 35... Continuez. Une Cour des comptes, on n'en a pas. Un Conseil constitutionnel et une Cour constitutionnelle, on n'en a pas. Un Conseil d'État, on n'en a pas. Une Cour de cassation, on n'en a pas. Une Cour de justice de la République, on n'en a pas. Une association des maires, on n'en a pas. Le CNRS, on n'en a pas. Et je continue. L'ARCEP, la Caisse des dépôts, le DRH, le Panthéon. Et je continue. On n'a rien de tout ça chez nous. Rien. Mais vous avez... Moi, je pensais que vous aviez 434 niches, vous savez, fiscales. Et j'ai bien lu mon compte-rendu de la Cour des comptes. Ils disent qu'il y en a 500. J'ai 0 niche fiscale. Elle est là, la niche fiscale suisse. Voilà, là. Ça ressemble d'ailleurs à une fiche de paye suisse. Il n'y a pas de fiche de paye en Suisse. Voilà, et on arrive à vivre. Hein. Je vous dis tout de suite, je vais vous donner les résultats. Hein, parce que je suis obligé de vous amener la preuve que ça marche quand même. Bon. Donc je vais essayer de vous amener la preuve tout à l'heure. En conclusion. Justement, pardon. Est-ce que ça répond à votre question, cher? Très bien. C'est-à-dire, alors je termine comme ça ma phrase, cette fameuse Assemblée fédérale, tout passe par elle. Il a été condamné à 30 ans, 40 ans, il cherche une réduction de peine. Le président de la Confédération n'a rien à voir. Les conseillers fédéraux n'ont rien à voir. Il doit déposer son dossier devant l'Assemblée fédérale. Les juges, mais les juges sont élus par cette Assemblée fédérale. L'Assemblée fédérale, c'est du bicaméralisme, hein, on est bien d'accord. Hein. Le fameux Conseil national à la proportionnelle, je reprends toujours, hein, pour être sûr que vous compreniez bien tout, et puis l'autre, qui est le Conseil des États. Le Conseil des États, c'est donc les représentations des cantons. Hein. Donc c'est eux qui ont tout pouvoir. Réduction de peine, réduction pour... si on vous coupe la tête, oui, on ne peut plus couper la tête en Suisse et tout. Si, on coupe la tête beaucoup en Suisse. Tout politique qui veut faire de la politique, qui dépasse un tout petit peu la tête, il est coupé et il peut rentrer à la maison et c'est fini. Parce que j'ai pas eu le temps de le dire, parce que personne m'a demandé. Et je vais vous dire tout de suite, c'est la surenchère contre la... voilà, c'est là d'ailleurs. Oui, mais je l'ai mis, hein. Je vous ai préparé ça, parce que ça, c'est pour comprendre la Suisse. Si j'avais pu le projeter, je l'aurais projeté, je vous le dis tout de suite. Là-haut, c'est les fameux, on envoie tout le monde promener, là, et ici, c'est, donc, vous êtes la vassalité, ça c'est, avec une couronne, bon, vous pouvez penser là où vous êtes, peut-être en Belgique, hein, je sais pas. Ici, en dessous, c'est du, excusez-moi de parler en anglais, c'est du bottom-up, ça c'est la Suisse, le bottom-up, c'est de la Suisse. Excusez-moi, c'est du bas vers le haut. Tout part du bas vers le haut. Si vous raisonnez du haut en bas, vous êtes perdu, c'est pas où vous êtes. Ici, dans certains pays d'Europe, tout part du haut et redescend vers le bas. Le troisième, c'est évidemment le consensus, j'y suis, et, parce que je ne vous ai pas encore tout dit sur le consensus, parce que vous êtes assis, je vous le dirai. Et la surenchère, on y est. La surenchère en Suisse n'existe pas. On est dans une assemblée, et moi je cherche à nommer des gens conseillers fédéraux. Madame Depy, oui, pas mal, c'est pas mal. Alors, moi qui suis peut-être candidat, peut-être, je dis, moi je propose Madame Depy. Ah bon? Madame Depy, moi je propose Monsieur Dupont. Ah bon, moi je propose... Et ça se fait comme ça, et personne ne dépasse la tête. Personne ne dépasse la tête. Donc il n'y a aucune surenchère. Il me semble que depuis 3 mois, j'ai entendu, dans un pays proche de la Suisse, des surenchères. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur le Président? Très bien. Et, est-ce que j'ai tout répondu à tout? Vous avez répondu. Je vais maintenant vous poser la question qui va servir d'ouverture au débat avec la salle.
ce système suisse a des... alors, il séduit beaucoup, c'est indiscutable. Il séduit personne. Moi, il intéresse. Il ne séduit personne. Je suis navré de... Non, mais... J'ouvre la discussion. Allez-y. C'est Mais en tout cas, il intéresse. c'est incroyable qu'étant là, au milieu de vous, depuis 700 ans, depuis 1291, vous êtes d'accord? Personne n'ait voulu imiter la Suisse. Personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Personne. On est toujours mis au regard de tout le monde. Moi, j'entends dire qu'on est premier en tout dans certains pays d'Europe. Hein. On est premier ici. C'est nous qui avons traité le mieux le Covid. C'est nous qui avons traité le mieux. C'est nous qui avons traité le mieux. Nous, bêtement, au bout de 2 mois de Covid, on fabriquait déjà 300 millions. C'est-à-dire 1 million par jour de vaccins dans mon canton, dans le Valais, des Moderna, sans rien dire à personne. Bon, voilà. Bon, non, il faut être grand, gros, il faut faire 35 milliards ou 16 milliards. Et Madame van der Leyen, c'est elle qui commande. Et elle prend son téléphone, et elle téléphone en cachette au président de Pfizer. Vous êtes d'accord? Ah, vous êtes d'accord? Allô, allô, oui, alors il faudra que je retourne. Et on ne sait pas où on en est, là, aujourd'hui. On ne sait pas où on en est. Donc les services secrets suisses marchent bien, hein, d'accord? Ils sont au courant de ça. C'est moi. Tout le monde fait partie des services secrets en Suisse. Mais, oui. Non, mais justement, ce modèle suisse a aussi des ennemis. Non, alors il ne plaît à personne. Non, mais en tout cas... Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé à ce moment-là. En tout cas, il intrigue. Non. Au moins, dans une part de l'opinion française, en tout cas, il intéresse. Non. Ah, si, je vous dis. Non. Oui, Ah, si, pas nos élites, mais... Je voulais pas nos élites, mais une partie de la population, si. Ah non, les élites sont là pour le tuer. Mais justement, c'est ça ma question. Pour tuer la démocratie. Est-ce que les Suisses sont conscients Non, on n'est pas conscient. Est-ce que les Suisses sont conscients que, en tout cas, moi j'ai travaillé dans une institution, je vous le dis, qui veut la peau de votre système. Parce que... Ah ben évidemment. Et qui d'ailleurs emploie des Suisses qui veulent se débarrasser de ce système. Ah ben Lénine le premier. Le groupe d'amitié européano-suisse des institutions communautaires, moi j'y suis allé, j'ai regardé, j'ai jamais vu autant de Suisses, j'ai jamais vu d'ailleurs de Suisses venir dégueuler sur leur pays sur ce jour-là. Or, est-ce que les Suisses sont conscients que une partie de leur patronat, une partie même de leur élite, et une partie énorme de l'élite européenne, si elle veut contraindre la Suisse, voire si elle aimerait, elle toucherait le rêve d'inclure la Suisse, c'est pour avoir la peau de ce système-là. Est-ce que les Suisses ils s'en sont conscients? Parce que moi, je vous le dis, j'ai travaillé 5 ans dans l'institution européenne, les seules fois où on parle de la Suisse, c'est comment on se débarrasse de ça. Alors, vous avez un petit nain qui s'appelait Napoléon, qui s'est dit, moi, je vais réussir. Et donc, en 1898, il a emmené ses troupes. Il a commencé par tuer 2000 personnes par-ci, 1000 personnes par-là, mais c'était pas une guerre, on n'a pas fait la guerre, donc c'est pour ça qu'on est resté chez nous, on n'a pas fait de guerre extérieure, j'ai dit, pendant 700 ans, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et il a dit, dorénavant, les cantons, c'est comme des départements en France, je mets des préfets, je mets tout ça. Mais il avait oublié une chose, il avait oublié Guillaume Tell. Et Guillaume Tell, c'est un personnage imaginaire, qu'on soit bien d'accord. Hein. Nous avons 2 personnages imaginaires. C'est Heidi, que vous avez peut-être vu, dont vous pouvez peut-être parler. Je crois qu'on a fait un tabac dans le monde entier avec Heidi, dans 50 pays ou 80 pays, tout ça. Mais le deuxième, c'est Guillaume Tell. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Guillaume Tell? L'histoire de Guillaume Tell, il faut la raconter en 2 minutes. On est à Altdorf, qui était en plein milieu de la Suisse. Et il y a toujours encore des Austro-Hongrois qui veulent à tout prix nous prendre, je sais pas quoi, nos vaches, j'en sais rien à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. J'ai oublié de vous dire, parce que j'ai pas eu le temps de le dire, c'est qu'il y a 0 ressources en Suisse. 0. On n'a pas un mètre cube de charbon, on n'a pas une goutte de pétrole, on n'a pas une goutte de rien du tout, on n'a pas de lithium, on n'a pas rien. C'est un tas de cailloux, 42 000 km², 13 000 km² de prairies pour les vaches. Bon, d'accord? Donc on n'a rien. Et donc, voilà. Donc ils nous emmerdaient et tout ça. Et puis, ils se sont installés, alors qu'on est déjà en diète, la diète, l'organisation. Et le préfet, il s'appelle le préfet, je sais pas quoi, Gessler, qui était l'Austro-Hongrois, il met un poteau
il met son chapeau dessus, et tous les citoyens d'Aldorf, chaque fois qu'ils passent devant le chapeau, doivent s'incliner. Guillaume Tell va te faire faute, et il passe devant le chapeau, il détourne et tout ça. Gessler le voit, toi, je te condamne à mort. Non, bah, je te condamne pas à mort. Prends ton fils, mets une pomme dessus, et tu tires à l'arbalète à 30 mètres. Bon, il tire à l'arbalète à 30 mètres, tout le monde sait qu'il a traversé la pomme et non pas tué son fils, vous êtes d'accord? Et il a repris une deuxième flèche, il s'est retourné vers Gessler, et lui a envoyé là dans la figure, et il est mort, Gessler. Bon, c'est ça la Suisse. C'est ça la Suisse, on n'obéit pas, parce que je vous ai pas lu une très belle phrase qu'il faut que je vous lise, parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrite, et elle est quand même très importante. Partant du principe qu'il est moins humiliant d'obéir à un pouvoir qui se présente comme émanant de nous-mêmes que de subir la contrainte d'une force directe et extérieure. Quand on a compris ça, moi je comprends ça très bien, hein, eh bien on est Guillaume Tell. Voilà. Donc, va te faire faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Napoléon est arrivé, il a essayé de mettre des poteaux avec des chapeaux partout, il a mis des préfets partout, allez couper l'herbe aujourd'hui, entretenez les vaches, donner des ordres comme on donne dans votre pays, on donne sans arrêt des ordres. Ça vient d'en haut, on appelle, on ordonne de venir au palais fédéral, on ordonne au président de Peugeot, de ci, de ça, de venir au palais. Je ne connais pas, ouvrons la parenthèse, parce qu'on ne va pas me proposer la question, je n'ai jamais vu, j'ai 79 ans, je n'ai jamais vu le président de Nestlé monter les marches du palais fédéral à Berne. Jamais. J'ai jamais vu le président de Roche, qui est le premier labo du monde, monter les marches Non, on n'a pas d'ordre en Suisse, on n'a pas d'ordre. Donc on en était là. Donc voilà pour votre question qui était... Est-ce que les Suisses sont au courant qu'aujourd'hui, ils sont quand même entourés par quelque chose qu'on appelle l'Union européenne, de leur système démocratique? Et ça, j'y ai été 5 ans, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Eh bien, oui, il y a des gens qui veulent un peu démolir notre truc. Oui, à l'intérieur, des morceaux en tout cas. Vous voyez, par exemple, il y a eu pas mal d'initiatives actuellement. Nous sommes obligés d'être armés. Nous sommes obligés d'être une neutralité armée. Hein? Alors, une neutralité armée, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire tout de suite, parce qu'il faut que vous sachiez ce qu'est la Suisse. Il faut que je vous le dise. Je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure. 731 années de démocratie, donc c'est 1291 à aujourd'hui. 507 années sans guerre, donc depuis 1515 à aujourd'hui. Mais 207 années de neutralité, 1815 à aujourd'hui. Et la neutralité, je ne suis pas sûr de ce que je dis, parce que personne n'est bien sûr, nous a été plus ou moins imposée. Parce qu'elle savait que la Suisse pourrait être neutre, mais pourquoi? Parce que nous avons 4 grands fleuves qui sont en Suisse. Le Danube, le Rhin, le Rhône et le l'Inn. Et nous avons 4 grands fleuves. Et je pense que les gens qui s'appelaient Metternich à l'époque, en 1515, ou qui s'appelle le duc de... Pour la France, celui qui a signé, c'est le duc de Richelieu. Le duc de Richelieu, c'est le duc de Loïs, le duc de Lovis ou de Codis, ou je sais pas quoi. Ah, Codis, non, c'est l'autre. Et c'est lui qui avait voté et qui avait dit on va être neutralité. Oui, alors nous sommes attaqués de l'intérieur, plutôt par les jeunes et beaucoup par les socialistes. Donc les socialistes, le PSS, Parti Socialiste Suisse, veut à tout prix que nous rentrions en UE, l'Union Européenne, et je peux après vous dire à quoi sert la démocratie, vous allez voir, je vais vous citer comment il a été traité le problème, et voilà. Donc oui, j'en ai conscience, moi j'en ai conscience, mais pas si ouvertement que ça, parce que j'ai confiance que, surtout avec des histoires comme nous avons là maintenant, les gens vont un peu rentrer à la maison et vont arrêter de gueuler et de dire on va aller se mélanger avec les autres. Donc oui, quelqu'un comme, je ne vais pas le citer, son nom bien sûr, un type qui a un peu des tics et tout ça comme ça, qui s'appelle Sarkozy, et qui a été d'une agressivité avec la Suisse
Je suis navré de vous parler de ça parce que c'est vrai. Il nous a attaqué avec l'OCDE sur le secret bancaire et tout ça. Nous, Suisses, et moi, Suisse, j'ai jamais attaqué la France en disant qu'est-ce que vous avez fait du Crédit Lyonnais, et qu'est-ce que vous avez fait des frégates de Taïwan, et qu'est-ce que l'hôtel de M. Balladur a été sauté là-bas au Pakistan ou ailleurs. J'ai jamais dit ça, moi, j'ai jamais dit ça. Alors qu'on nous laisse tranquille, et le secret bancaire est toujours en Suisse. Il y a un secret bancaire dans le monde, c'est en Suisse, pour les Suisses. Personne ne regarde mes comptes en Suisse, c'est interdit. Il faut une procédure, etc. Il faut vraiment que j'ai tué père, mère, grand-père et Poutine en même temps pour que Poutine, j'aurais pas ça. Parce qu'il y a un coup d'épée un coup de canif aujourd'hui, hein, vous avez vu? Aujourd'hui où nous parlons, là, aujourd'hui lundi, il y a un coup de canif dans la neutralité suisse. Très rare. Vous l'avez entendu? Oui. Ah oui, bon. Ben moi aussi, je l'ai entendu comme vous. C'est pas notre genre, mais on l'a annoncé à côté, on l'a pas annoncé en même temps que tout le monde, mais on a le droit, en tant que démocratie, donc nous sommes, pardon, j'ai oublié de vous dire, non membres de l'OTAN, et nous sommes non membres de l'UE. Donc vous allez voir à la fin où j'en suis. Ça, ces slides-là, ils ont été faits il y a des mois. Je sais pas aujourd'hui, vous allez voir où j'en suis avec l'Ukraine. Donc, non membres de l'OTAN, non membres de l'UE. Je pense que, pour moi, les 3 votations, qui ont eu lieu à plus de 75% pour rentrer dans l'UE, ont été refusées par le souverain. Donc je me sens assez sécurisé, c'est la réponse, avec ça. Mais ils ont essayé, sans arrêt. Le dernier essai qu'ils ont fait, si vous me laissez, je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai... Ah non, mais là, on va passer au débat avec la salle. Là, on est Le dernier, l'outil, on déborde un peu maintenant sur l'outil. Bon, à quoi ça sert, une démocratie? Nous sommes en avril 2021. Nous sommes en discussion d'accord numéro 2 entre la Suisse et l'Europe. Échange de marchandises, hein, etc. Car nous considérons l'Europe, l'UE, comme un marché commun. C'est pas une nation, c'est pas un pays, c'est un marché commun. Est-ce que vous savez que pendant 7 années où on a négocié entre la Suisse et le marché commun, on n'a jamais parlé 1 heure de politique. On n'a parlé qu'économie. Non. Le mandat est donné au Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale. Vous pouvez négocier jusqu'à ça, et là vous ne devez pas négocier sur ça. Il a donc son carnet de balles pour partir, le président de la Confédération, pour discuter avec Van der Leyen depuis 7 ans. Nous avons 3 problèmes importants, qui sont les salaires et tout ça, je vous passe ça, parce que c'est une question de principe. Et le mois d'avril, le 14 avril, je crois, 21 à peu près, il part, le président de la Confédération, Parmelin, par représentant le Conseil fédéral. Il n'a jamais le droit de parler sans avoir l'accord des 6 autres. Hein, parce que je ne vous ai pas dit comment il est arrivé là. Mais alors, quand je vais vous le dire, vous allez tous... Bon. Il part là-bas. Je crois que Mme Van der Leyen ne sort même pas de son bureau pour aller l'accueillir. Elle sort quand il faut aller voir les Turcs, quand il faut aller voir Poutine. Alors là, elle se précipite, elle prend l'avion et d'ailleurs, elle ne sait même pas où s'asseoir. Quand elle va voir la Turquie, vous êtes d'accord, elle ne sait pas où s'asseoir. Bon. Oui, ça, moi, je l'ai remarqué. Mais nous, président de la Confédération, qui sommes des gentils et tout, qui vendons des produits et eux en achètent chez nous et nous en vendons plus, donc ils font des bénéfices, etc. Bon, je vous passe tout ça. Eh bien, discute pendant 1h14 minutes. C'est moi qui exagère, mais c'est 1h14 minutes, ne le raccompagne même pas à la porte du bureau, parce que d'après ce que j'ai vu à la télévision, il repart, elle a dit non, allez vous faire foutre, j'ai pas le temps, puis il est reparti, il est rentré. Donc, il a dit à son conseil fédéral, moi je n'ai pas pu négocier ces 3 choses-là, donc on est au mois d'avril, et fin mai, le conseil fédéral dit, nous rompons nos discussions avec l'UE. Nous les rompons. Le lendemain, 3 jours après, peu importe, il y a une émission qui s'appelle Infrarouge sur la télévision, vous connaissez, où le type est pas mal, et elle a le Parti Socialiste, l'UDC, là qui sont les partis. L'UDC, lui, dit parfait, parce que l'UDC, c'est pas plutôt parti de droite, et il dit, moi, c'est parfait que vous ayez rompu, on n'a pas envie de rentrer à l'Europe. Alors, rentrer à l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me promène toujours avec ces documents-là. Je dis,
voilà l'organisation, ça que je vous montre, voilà l'organisation de la Suisse. Est-ce que vous pensez qu'en une minute, vous pouvez avoir compris? Vous avez la Confédération, et en dessous, en dessous le canton et en dessous les communes. Mais je dois encore vous en parler, mais c'est long, hein, mais bon. Et voici l'organisation de l'Europe. Alors, quand je montre ça à mes amis suisses, non, 75,3% ne va pas là-bas. C'est quoi tout ça? Ben, c'est ça. C'est des photocopies du document de l'organisation de l'Europe. Voilà. Et du coup, j'ai 75% de non. Donc, je suis très content. Ça répond à votre question. C'était un peu long. Non, mais c'était très bien. Là, je vous laisse conclure sur justement une démocratie, ça sert à quoi? Vous vouliez justement voir les résultats pour ensuite donner la parole à la salle. Ah, mais c'est vous qui dirigez Allez-y, Dominique. La démocratie suisse, finalement, à quoi a-t-elle servi? À quoi a-t-elle servi? Donc, vous allez voir, nous sommes, parce que je vois que vous avez depuis 40 ans discuté de savoir s'il fallait des policiers armés ou pas armés à Paris, et vous n'arrivez pas à aboutir. Donc c'est un outil, il faut que vous considériez la démocratie comme un outil apolitique. Alors ne tombez pas des nues, apolitique. Parce que c'est un outil, c'est tout. Il y a des idées politiques, mais pour les mettre en œuvre, ce que se posent beaucoup comme question les candidats d'aujourd'hui, comment on va le mettre en œuvre? C'est la démocratie, et donc le référendum ou les référendums, qui vont le mettre en œuvre. Ça, oui. Donc, on est à cette réunion en direct sur Infrarouge. Les trois partis disent, oui, on a bien fait de rompre, on a bien fait de ça. Le Parti socialiste interpelle la conseillère fédérale qui est en charge de ça. Pas la présidente de la Confédération, mais c'est pareil, s'il était là, il aurait dit la même chose. Et la conseillère fédérale est là. Et le type, oui, madame la conseillère, vous auriez dû poursuivre les négociations avec l'Europe, vous auriez dû. Mais elle dit, ah, attendez, moi, j'ai pas le pouvoir. Le pouvoir qui m'a été donné par l'Assemblée, c'est ça, c'est pas ça. Oui, mais enfin, quand même, on aurait pu... Et c'est eux qui, sans arrêt, le PSS, qui lance l'initiative d'aller rejoindre l'Europe. Et, au bout de 2-3 minutes, je dirais un quart d'heure, mais c'est 3 minutes ou 4 minutes, elle était un peu excédée, mais ça se passe très bien, hein, c'est très, très poli. Hein. Elle dit, mais monsieur le PSS, c'était le patron du Parti suisse, mais vous n'avez qu'à déposer une initiative populaire pour nous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Et ce qu'il savait très bien, c'est que les syndicats sont archi contre. Et elle lui a dit, elle a attendu 15 secondes, 20 secondes, mais je sais très bien que vous n'allez pas la déposer parce que vos syndicats sont contre. Débat terminé. Voilà, c'est ça, l'outil démocratique. Comment sont élus? Il faut absolument que ça je vous le lise, parce que vous allez tomber des nues. Vous avez ça, c'est-à-dire, c'est l'Assemblée fédérale, vous êtes d'accord? L'Assemblée fédérale élit les 7 conseillers fédéraux. Elle élit les 7 conseillers fédéraux en tant que conseiller fédéral, chacun. C'est tout. Mais il y a 7 départements. Il y a le militaire, il y a les finances, il y a... Ils doivent se mettre dans une chapelle Sixtine, les 7, et ils doivent, par consensus, se répartir les 7 départements entre les 7 conseillers fédéraux. Et là, il y a la fumée blanche qui sort. Moi, je trouve ça superbe. Donc, le consensus est intrinsèquement dans la Suisse. Le consensus. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Ah non. La salle qui va vous interroger, camarade là-bas, vu que tu avais... Et ensuite vous, et ensuite toi, Simon. On se pose vraiment la question en France de la copie du modèle suisse, de l'introduction d'une sorte de modèle suisse en France. Et il nous est souvent objecté que la France est un pays trop grand pour pouvoir porter ou s'inspirer d'un modèle comme celui de la Suisse qui, en miroir, est considéré comme un pays suffisamment petit pour que ça marche. Qu'en pensez-vous? Et je ne pense pas que du bien. Où se trouve la Suisse? D'abord, tout de suite pour...
Vous parlez de l'UE, à peu près, l'Union Européenne, hein? Non, je parle de la France. Ah, de la France seulement. Alors moi, je parle de l'Union Européenne. Non, moi je me limite à la France ou à des pays comparables, comme l'Italie ou la Grande-Bretagne. Alors, vous avez la France. Alors, si vous avez la France, qu'est-ce qui vous empêche? Allez, je vais vous donner 3-4 exemples, qui seraient déjà un pas vers plus de démocratie. Est-ce que vous savez que la France vient d'être déclassée la semaine dernière, c'est pas vieux, par vous l'avez vu, de deux rangs sur le classement des démocraties dans le monde. 31e. Pardon? 31e. 31e? Il me semble. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais je sais que vous avez été déclassé assez loin. Bon. Donc déjà, la France a été déclassée. Alors, je sais bien, et je suis d'accord avec vous, parce qu'il faut être concret. Il faut être concret, c'est que je ne demande pas, parce que je suis là pour pousser, moi, la démocratie en Europe. Je ne demande pas qu'on fasse un copier-coller de la Suisse pour la France. Si vous prenez là-dessus, est-ce que vous avez conscience que ce livre fait 818 pages et vient d'un seul mot, vient du mot référendum, que j'ai entendu dans la bouche de Houellebecq, dans la bouche d'Onfray, dans la bouche de Éric Zemmour, dans la bouche de différentes personnes, et alors dans les candidats. Les candidats, j'ai entendu 5-6 candidats qui parlent de faire des référendums à tout va le jour où ils seront au pouvoir le 19 avril. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Bon. Donc, nous pouvons commencer par, évidemment, le référendum. Le référendum existe, mais il faut le mettre dans la Constitution, et le mettre dans la Constitution en disant que tout ce qui est changement de la Constitution ou traité doivent être approuvé par le souverain. Qui vous empêche de faire ça demain matin, quelle que soit la taille du pays? Rien. Vous dites ensuite, je prends au hasard là maintenant, hein, c'est pas cohérent ce que je dis. Qui vous empêche, plutôt que de nommer, que Madame Taubira nomme 7 juges approuvés par Monsieur Untel de l'Élysée, je ne veux pas dire qui c'est, Monsieur Niederland, et dit à Monsieur Filon 30 000 balles, et ça, vous passez devant ces juges-là? Non. En Suisse, cette fameuse Assemblée fédérale vote les juges. Vote les juges. Et nous avons eu une votation là, initiative pour la justice, où il y avait une initiative populaire qui n'est pas d'accord avec ce que je viens de vous dire, et là, qui avait proposé une initiative qui est sortie, mais qui a été balayée. Elle a été sortie, donc il a eu 50 000 signatures et tout ça pour le déposer. On a voté, et il a été balayé. Il disait, non, les juges doivent plus être votés, on ne doit plus voter pour les juges, on doit les tirer au sort. Donc vous voyez, on peut changer. On tire au sort. Qui vous empêche, t'as un exemple, qui vous empêche de voter pour les juges en France? Rien? Rien. Bon, ben ça va. Et tout est un peu à l'avenant. Et là, j'ai une dizaine d'idées que vous pouvez commencer à entrer dans le dispositif. Personne ne vous empêche de prendre le Sénat et de dire que dorénavant, il y a d'autres gens qui sont passés avant moi, sans succès, hein, il y a longtemps, en 69, et on peut très bien dire le Sénat, on va en faire l'équivalent du Conseil des États, avec même pouvoir et même compétences. Qui vous empêche en fonction de la surface du pays? Personne. Mais faites déjà ça, avec montant des initiatives, des votations obligatoires qui descendent d'en bas, et etc., etc. Vous avez déjà un beau panier d'une dizaine, alors que moi j'en ai 300 des idées comme ça. Hein. Et voilà. Et qui vous empêche de le faire en fonction de la surface? Rien. Or, moi quand j'ai commencé, parce que on me l'a pas demandé, mais je me suis dit, bon, peut-être que j'ai encore 1 an à vivre, ou 2 ans à vivre, ou 3 ans à vivre, j'en sais rien. Ce que je voudrais, c'est de commencer par la France, et ensuite il faudrait étendre ça aux 27 pays de l'UE, et donc à d'autres pays. Et pour vous dire ça, c'est que la Suisse aujourd'hui, si vous la classez dans l'UE, on n'est pas dans l'UE, hein, on est 14e. Donc on est pile à la moitié, vous voyez, 27, si il rentre, ça fait 28, on est 14e, et il y en a encore 14 derrière nous. Donc on est un pays moyen dans l'UE. Mais j'ai largement de quoi vous alimenter, cher monsieur, sur
des outils, moi j'appelle ça des bundles, c'est ma caisse à outils, ça s'appelle le bundle informatique, des outils où vous rentrez rien que 4 ou 5 choses comme ça, mais vous les rentrez en 1 an ou en 2 ans. Ça change pas la Constitution, voilà. Et c'est déjà un énorme pas en avant. Voilà. Est-ce que ça répond partiellement à votre... Non. Non, c'est sur le différentiel démographique en réalité. La France plus 10 fois plus d'habitants que la Suisse. Mais quel est le problème? Je ne sais pas. Non, mais de procéder par élection pour les juges. Quel est le problème? Non, c'est un problème qui nous est objecté à nous, Français, qui souhaitons intégrer dans le système français quelques éléments du système suisse. Réponse immédiate, ah oui, mais la Suisse est un petit pays. Ça marche dans la Suisse parce que c'est petit. Oui, mais parce qu'ils ne connaissent pas la Suisse. Mais qui vous empêche de lire les juges? De toute façon, je ne sais pas si vous avez vu la liste tout à l'heure, le nombre de juges qui disparaissent. mais les juges... mais vous savez que les juges suprêmes ici, en Suisse, sont en dessous du peuple. Si le souverain vote contre ce qui est dû, les juges, quand ils sont ensemble au tribunal fédéral et au tribunal cantonal, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, sont obligés de débattre en public. Qui empêche de faire ça en France, même si c'est un grand pays? Juste avant de Oui. rebondir vers vous, je te donne un élément de réponse qui est objectable rapidement. Énormément d'États fédéraux américains ont des systèmes de démocratie directe. Ces États sont en moyenne de 30 à 40 millions d'habitants, sinon plus. Donc des États qui seraient des pays en Europe, eh bien ils ont des processus de démocratie semi-directe, particulièrement dans l'ancien Sud profond où est né le populisme américain, et jusqu'à preuve du contraire, 80% des États européens sont moins peuplés que le Texas, jusqu'à preuve du contraire. Donc, si tu veux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de si drôle que ça? Non. Faites-nous en profiter. Donc, si tu veux, le problème, ce n'est pas la taille. Le problème, c'est que personne ne veut d'un système plus démocratique dans les États d'Europe de l'Ouest. C'est ça le problème. Le problème est là. Ouais. C'est, si tu veux, tu vois, je vais te donner un exemple, l'un des États les plus compliqués au monde, la Fédération de Russie. On en parle en ce moment, on prend deux trucs. La Fédération de Russie, c'est même pas c'est un État totalement sui generis. C'est un truc où chaque entité a un pouvoir différent. C'est même pas un vrai État fédéral. Tu vois? Et bien pourtant, ça marche, ça existe. Quand on veut, institutionnellement, on peut. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas. Question, pourquoi ils veulent pas? J'ai ma petite idée. J'ai déjà assez d'emmerdes, donc bon. Alors, je vais prendre un contre-exemple, et comme ça, j'en ai terminé, mais c'est un contre-exemple qui est tellement désagréable. J'ai ici les résultats des Jeux Olympiques en ski alpin. On est un tout petit pays, donc, si je prends votre raisonnement, normalement, on ne va pas pouvoir skier. Il faut des grands pays comme la France, qui vient d'en haut, où j'ai entendu la ministre du Sport dire oui, on n'a pas bien peinture, ouais, non, ça va pas, mais on va remettre de l'argent encore en plus. Non, non, qu'on arrête. Nous, on ne met pas d'argent en plus, rien du tout. Nous sommes évidemment premiers au monde. Bon, on a 9 médailles, dont 5 en or, voilà, c'est tout. En ski alpin, je ne parle pas des gymnastiques en l'air et des trucs comme ça, acrobatiques, hein. Ski alpin, le vrai ski, la descente, le slalom et voilà, d'accord. Et ben on est premiers. Et les deuxièmes, c'est l'Autriche qui est loin derrière, qui a 3 médailles en or, et voilà. Bon, donc vous voyez, même quand on est petit, on arrive quand même à ça. Alors, quand on est petit, on ne devrait pas être numéro 1 mondial. J'ai ici, là, partout, on est numéro 1 mondial. Est-ce que je peux vous citer quelques... On est petit, hein, monsieur. Le franc français de 1961 égalait un franc suisse en 1961. Aujourd'hui, je fais tout de suite 2022. Un franc suisse, un franc français, non, 1 euro, pardon, c'est des euros. 1 euro égale quasiment un franc suisse.
Est-ce que vous imaginez combien il y a eu de dévaluations entre 61, il y a eu des dévaluations de 100 et tout ça, vous êtes d'accord? Il y en a eu 5 des dévaluations depuis le début de la Ve République, hein, je crois. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on arrive, nous petits, on se retrouve à 1 euro égale un franc suisse? Alors qu'on était à 1 euro égale un franc suisse, un franc suisse égale un franc français en 61. Et un français, c'est peut-être c'est un 10 millième de ça, parce que vous avez fait une fois 100, une fois, je sais pas. D'accord. Quand je prends le PIB par habitant, c'est vraiment le travail, vous êtes d'accord? On est un petit pays. On est numéro 1 au monde, je suis navré, à 84 000 euros par personne. On est premier. En espérance de vie, on est petit. Premier au monde. Voilà. En prix Nobel, les grands pays devraient avoir beaucoup. Non, par habitant, hein. On est les premiers au monde. C'est nous qui avons le plus de prix Nobel en rapport aux habitants. Et je continue. La recherche, nous sommes premiers au monde avec 3,37 du PIB. 3,37 du PIB. En France, vous n'avez pas 3,37 du PIB. Dans l'innovation, mais c'est pas moi qui fais les classements, hein, et je suis navré de vous parler de ça. Mais je ne compare pas par rapport à la France. Hein. Je parle de la Suisse parce que je suis obligé de vous amener la preuve, parce qu'on arrive à la fin de la réunion, mais j'ai encore des documents importants à vous montrer. C'est que nous sommes numéro 1 au monde en innovation. Bon, donc tout ça c'est pour amener la preuve que ça marche, la démocratie. Quand je vous parle de la propriété intellectuelle, là non, la propriété intellectuelle dans le monde, non, on est numéro 2. C'est pas bien. Le droit de grève, nous étions derniers des 140 pays ou 150 pays à l'époque, c'est-à-dire fin du 19e, début du 20e. Nous sommes numéro 1 aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est vraiment dans le monde. Bon, on a moins d'un jour par an et par 1000 salariés. Bon, l'immigration étrangère, chacun a ses problèmes. Vous en avez beaucoup. Nous sommes numéro 1 de l'OCDE à avoir 1,6% d'immigrants par an qui rentrent en Suisse. C'est beaucoup plus qu'en France. Vous avez conscience? Les prisons, nous avons un taux d'étrangers, nous sommes premiers au monde, j'ai mis européen parce que je n'ai pas été voir ailleurs comment c'est, donc c'est européen, un truc. Nous sommes numéro 1 européen en taux d'étrangers dans les prisons. Nous avons 70% d'étrangers dans les prisons suisses. Vous ne croyez pas qu'on sait faire, nous? Bah si. Hein. Après, on peut lever une armée de 143 372 personnes en 3 semaines. C'est pas mal. N'oubliez pas qu'on doit être une neutralité armée. N'oubliez pas ça. On a un budget militaire plus élevé que la France. On a 6 milliards pour la Suisse fois 8 millions. Mais comme on est un petit pays, on va multiplier par 8. Donc 6 fois 8, 48 milliards, et vous avez 41 milliards, à ma connaissance. La France, avec des bateaux et des porte-avions et tout ça. Nous, on n'a pas tout ça. Nous, on a les avions qui sont cachés dans les montagnes. On en a 1608 chars. On vient d'acheter 35 F-35 américains pour 6 milliards. On est une démocratie armée, alors qu'on n'a pas eu de guerre depuis 500 ans. Armée. Il faut une démocratie armée. N'oubliez pas ça. Ensuite, je continue. Vous voulez que je continue? On va peut-être passer question, parce que justement, bon. on retourne. Non, d'accord. Est-ce que je vous ai amené la preuve qu'on pouvait y arriver quand même tout en étant petit? Allez-y. Merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, c'est est-ce que les Suisses considèrent les autres pays européens comme des démocraties, selon vous? Absolument pas. Et quelles seraient, dans le monde, d'autres démocraties Non, il n'y a pas d'autres démocraties. Il n'y a pas de démocratie? Non, il y a deux démocraties. Il y a la démocratie directe et indirecte. Poutine dit qu'il est démocrate. Le président chinois dit qu'il est élu démocratiquement. Alors, élu démocratiquement, oui, mais c'est là, oui. C'est la différence entre une voiture et une voiture. Bon. Alors, il y a deux démocraties, mais vous le savez, tout le monde le sait, ça. Il y a la démocratie indirecte et directe. Alors, l'indirect, c'est ce qu'on appelle la représentative, mais chez nous, ça s'appelle l'indirect. Et l'indirect, ça veut dire que quand vous avez donné votre pouvoir pour qui vous avez voté, vous l'avez perdu, c'est fini. Vous attendez 4 ans, vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez rien faire. Et même après, vous ne pouvez rien faire. Même après, on élu des gens, vous ne pouvez pas faire casser une loi en France. Vous ne pouvez pas réunir 50 000 signatures et faire casser une loi. Vous ne pouvez pas. Et la directe, nous, ça veut dire que ça descend, mais ça remonte aussi, c'est toujours, ça vient bottom-up tout à l'heure, et que ça revient, et qu'on peut tout remettre en compte. Tout. Quand il y a une vente, il y a une vente. Il y avait mariage pour tous. Moi, j'ai voté contre.
Et j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu à 63%, je crois. Donc, c'est passé. J'ai le droit, mais c'est pas tout à fait vrai ce que je vais vous dire, c'est faux même. J'ai le droit de déposer une initiative en disant que je suis un pont de mariage pour 3, à 3. Voilà. Et moi, je me suis dit, eux disent qu'ils font un mariage de tout le monde avec tout le monde. Bon, très bien, c'est passé. Et ben moi, j'ai le droit. Et j'ai pas réuni 50 000 signatures et j'ai pas cherché à les réunir, mais j'ai le droit. J'ai le droit de déposer une initiative et de la faire voter d'un mariage à 3. Non, pardon. Une dernière question. Simon. Alors, J'ai encore deux slides très importants. Hein. Ah, si j'ai pas le temps, j'arrête. Hein. Alors, on va malheureusement montrez-les-nous. Oui, je vous les montre. Montrez-les-nous. Bon, c'est bête, alors. J'ai besoin d'une minute. Une minute. Pas long. Je demande un rendez-vous avec M. Poutine. Et je dis à M. Poutine, bonjour M. Poutine, pourquoi la Suisse vous convient-elle? J'ai écrit ce document il y a 3 mois. Hein. Pourquoi la Suisse vous convient-elle, ainsi qu'à vos prédécesseurs, pour y organiser vos rencontres internationales? Vous êtes d'accord que chaque fois qu'il prend la parole et qu'il dit je vais faire une réunion, il va là-bas. Il est allé au mois de juin, là il y a 2 mois il avait dit oui, ils font une réunion, je vais en Suisse. Gorbatchev, Khrouchtchev, tout ça, Reagan, sont tous passés à Lausanne ou à Genève, tous. Poutine me répond, parce que vous êtes une démocratie, neutre, armée, et non membre de l'OTAN. Parfait. Conclusion, alors pourquoi n'imposons-nous pas ce régime politique à l'Ukraine comme imposé à la Suisse, à l'Autriche et à la Finlande en 1815, car on nous l'a imposé d'être neutre. Et donc du coup, vous retrouvez la Suisse, je l'ai projeté ici en Ukraine, et il était là déjà depuis un moment. Est-ce que, et à ce moment-là je termine ma question avec Poutine, est-ce que là vous m'envahissez si vous êtes là? Ah, je ne sais pas. J'attends sa réponse. S'il me dit oui, je vous envahis quand même, bon, on sait qu'il veut faire la guerre. Vous avez la réponse. Il est obligé de... Non? Voilà. Donc, voilà l'objectif, c'est que l'Union européenne, dans laquelle moi je ne veux absolument pas rentrer, devienne plus démocratique. Voilà, c'était l'objectif de mon livre. Simon, dernière question, et ensuite, vas-y. Question très rapide. C'est quoi l'âge légal pour le vote en Suisse? 18. Ok, deuxième question. Est-ce que ça a été modifié récemment ou ça a toujours été comme ça à peu près? C'était 21, et là, on va trouver l'âge 21, et c'est passé à 18, je ne sais pas quand. Et ça peut être modifié sur un référendum? Ah, un référendum, oui, absolument, ah oui. Alors, et du coup, deuxième question. Est-ce que pour la... Alors, le référendum doit être signé, parce que vous devez remplir des papiers et signer, hein, doit être rempli par des gens qui ont le droit de vote. Hein. Donc, les gens de 16 ans ne peuvent pas demander qu'on descende à 16 ans. C'est les 18 ans et au-dessus qui doivent demander que les 16 ans... pardon, qu'on soit bien d'accord. Les bébés n'ont pas le droit de dire « moi je veux un autre biberon ». Et du coup, dans le... Parce que nous, dans le pays démocratique, on a des principes généraux du droit, dans la Constitution, pour vérifier est-ce que les lois qu'on vote, elles sont bien compatibles avec les droits de l'homme et tous ces cas-là. Est-ce qu'il y a l'équivalent en Suisse ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Ils ont pas de contrôle. Les droits de l'homme, on s'en fout, mais complètement. Mais complètement. Parce que je vous garantis qu'on les respecte, hein. Mais c'est pour nous non contraignant. Point. Les droits de vote à l'origine, c'était quoi? C'était un citoyen, M. Mott, qui était attaqué par son gouvernement parce qu'il avait des idées démocrates et tout ça, et il allait passer probablement en prison et probablement on allait lui couper la tête. Là, il fallait le sauver, et les droits de l'homme étaient là, et ça c'est l'origine. Et celui-là, il s'expatrie de ce pays là où il était, et il veut rentrer dans un autre pays, et il faut le prendre. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Ce sont des peuples entiers de 200 000 ou 500 000 personnes qui ont faim et qui veulent rentrer dans un pays alors qu'ils ne sont absolument pas attaqués par leur gouvernement. On est bien d'accord? Donc on s'est complètement éloigné, nous la Suisse, on regarde ça de très loin, c'est complètement éloigné de l'origine qui était de sauver les individus et non pas des peuples qui ont faim. Merci beaucoup.
Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.